Bonsoir. Ouais. Bonsoir docteur, vous allez bien? Bienvenue, tout va bien? Oui, Super, je vois qu'il y en a qui continuent à arriver, donc on continue oui, d'admettre encore quelques personnes et puis on va pouvoir démarrer. Je vais vous présenter. Donc on a le plaisir de vous retrouver maintenant, ça devient une habitude assez souvent pour nous parler de sujets qui nous passionnent et que vous maîtrisez parfaitement. Donc je vais vous présenter rapidement. Donc d'abord moi je suis Mounia Benada, je suis distributrice donc, chez BioLife et ambassadrice à la Fondation. Et j'ai le plaisir ce soir de vous introduire donc Dr Bozena Michalak, qui est médecin généraliste à Marseille, experte en micronutrition et en médecine fonctionnelle. Vous êtes passionné de nutrition et de médecine fonctionnelle, vous en avez fait votre métier et vous êtes titulaire de plusieurs diplômes, dont un DIU diététique et alimentation santé, à Marseille, un autre à Dijon sur l'alimentation santé également. Et vous participez à de nombreuses études cliniques et vous nous faites partager avec bonheur votre passion. Et ce soir, vous allez nous parler du sucre et des maladies métaboliques. Voilà, je crois que vous n'allez pas nous parler en bien du sucre. Voilà, donc moi j'ai une tablette de chocolat juste à côté de moi, elle est au chocolat noir, je la garde quand même. ah, ça va être dur. Voilà, je vais voir si ce soir je vais craquer ou pas. En tout cas, merci Voilà. d'être là, merci de nous apporter vos connaissances et je vous laisse la parole donc, parce que je crois que pas mal de monde est connecté. Voilà. Bonsoir à tous. On va commencer. Alors, attendez, je vais partager l'écran. Voilà, ça c'est maintenant. On va lancer le diaporama. Je m'organise. Hop, là, je déplace mon écran comme ça. Vous m'entendez tous bien? Oui? Parfait. Alors, passionnant sujet donc ce soir, le sucre. Le sucre, c'est un carburant naturel des muscles et du cerveau qui est devenu actuellement le tueur numéro un. La physiologie humaine s'était construite à partir donc d'un régime, d'une alimentation qui contenait très peu de glucides et quasiment pas de sucre raffiné. Le sucre est rentré dans l'histoire de l'humanité un peu par hasard. Ah, alors, voilà. Il poussait à l'état sauvage. Les premières traces du sucre, on a trouvé à peu près il y a 6000 années avant Jésus-Christ, donc il y a 8000 ans, en Asie du Sud-Est, dans la Polynésie, Nouvelle-Guinée, où il poussait à l'état de roseau de petite taille, à peu près 1 mètre, alors que des cannes à sucre aujourd'hui peuvent atteindre la taille de 6 mètres environ. Et il était broyé et utilisé comme fourrage pour des animaux. On le sait parce que c'est l'étude de l'ADN des végétaux qui nous a permis de découvrir cela. Et petit à petit, donc depuis Polynésie, avec des marins le long des côtes, le sucre est arrivé jusqu'en Inde. Il y a 2500 ans, environ, en Inde, ils ont réussi à faire du sucre raffiné, premier sucre raffiné, et ils l'ont appelé sarkara. Donc, ils ont réussi à broyer le sucre et le chauffer, et en chauffant donc le sirop du sucre a cristallisé, et ainsi, nous avons donc pu avoir le premier sucre cristallisé, premier sucre raffiné. Et ensuite, le sucre s'est propagé jusqu'en Chine, et avec les échanges commerciaux, et puis à peu près donc 600 ans avant Jésus-Christ, quand les Perses sont arrivés en Inde, ils ont découvert la canne à sucre. Ils ont découvert les roseaux qui donnaient du miel sans concours des abeilles. Donc, évidemment, ils ont emporté dans la Perse, donc la Mésopotamie, Babylone et tout le Moyen-Orient, les roseaux de canne à sucre, et ils ont développé déjà le commerce avec, et donc c'était les premiers esclavages, en fait, commençaient déjà à cette époque-là, c'était pour exploiter les champs de canne à sucre, et le commerce était très florissant et apportait beaucoup d'argent. Et dans l'Europe, le sucre est arrivé à peu près au Moyen Âge, qui était découvert grâce aux croisades.
quand ils sont arrivés donc, en Afrique. Ils l'ont importé ensuite dans l'Europe, surtout en France, en Italie, où il était considéré comme médicament et se vendait vraiment très cher chez les apothicaires. On le consommait vraiment comme une épice. Petit à petit, avec les découvertes des Amériques, on a trouvé de nouveaux territoires pour pouvoir cultiver donc, la canne à sucre. Le commerce était de plus en plus florissant. Et à partir donc du XVIIe siècle environ, il y avait toute une industrie sucrière qui s'était développée parce que le sucre s'est démocratisé. Il n'était pas uniquement comme une épice ou une denrée rare, mais il y a toute la pâtisserie qui commençait à se développer. Il ne poussait pas dans le climat donc, européen. Il fallait donc importer la canne à sucre des pays subtropicaux. Mais en 1812, pendant l'époque napoléonienne, Benjamin Delessert a réussi à obtenir du sucre raffiné à partir de la betterave à sucre. Donc aujourd'hui, ce procédé constitue à peu près 20% de la production actuelle. Depuis, le commerce du sucre ne cesse de se développer et actuellement, il est omniprésent dans notre alimentation. Il y a une emprise sur toute économie et la récolte de la canne à sucre constitue la troisième récolte mondiale la plus rentable, juste après les céréales et le riz. Donc, c'est devenu un peu un fléau qui envahit vraiment tous les domaines économiques. Donc là, je vous en parle pour comprendre vraiment les enjeux industriels qui sont là pour nous faire manger de plus en plus du sucre. Donc, vous pouvez regarder la courbe de la consommation du sucre depuis sa découverte. Elle n'a cessé de croître, sauf deux périodes. Les deux périodes, c'était pendant les deux guerres mondiales, où il y avait un arrêt donc des consommations du sucre par des populations. Et la corrélation entre augmentation donc de la population mondiale avec la consommation du sucre est également corrélée. Ceci dit que la consommation du sucre croît davantage que l'augmentation de la population mondiale. Et donc, ces profits qui génèrent l'exploitation du sucre deviennent vraiment met à mal la santé publique mondiale et c'est important d'en prendre conscience. Alors, c'est quoi? Donc, actuellement, nous pouvons remarquer que l'humanité, en 2010, a franchi un cap très important, car jusqu'à présent, il y avait davantage de gens qui étaient dénutris, qui étaient en sous-poids, plutôt que des gens obèses. À partir de l'année 2010, il y avait une égalité. Et à partir de l'année 2010, il y a davantage d'obèses que de gens dénutris dans le monde. On s'était dit ils sont en surpoids ou obésité, mais ils ne sont pas pour autant bien nourris parce que ça cache souvent une dénutrition en micronutriments et en vitamines quand même. Et cette tendance à surpoids et l'obésité ne cesse de s'accélérer, ne cesse de croître, autant que la courbe de la consommation du sucre dans le monde. Il y a de plus en plus de lois qui sortent pour un petit peu limiter la consommation du sucre dans le monde. Récemment, seulement il y a un an ou deux, en France, on a obtenu que le contenu du sucre dans les boissons sucrées puisse être le même en France que dans les territoires outre-mer. Jusqu'à présent, les produits yaourt ou les sodas contenaient davantage de sucre que les produits vendus en métropole. Bon, c'est le premier pas, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, c'est quoi les sucres? Comment on peut les classifier? Donc, dans la famille des sucres, qu'on appelle les sucres, en fait, ce sont plutôt donc des glucides, ou autrement, on les appelle aussi les hydrates de carbone. C'est donc
matériel énergétique pour l'organisme, fournir de l'énergie pour le fonctionnement du corps. Un sucre apporte 4 kilocalories, autant qu'un gramme de protéines. Et pour mémoire, un gramme de graisse apporte 9 kilocalories. Donc, dans les glucides, on a deux familles principales. Donc, c'est des glucides simples et des glucides complexes. Dans les glucides simples, donc, on a principalement glucose, fructose et galactose. Ce sont ce qu'on appelle les disaccharides parce qu'ils sont composés donc de molécules. Donc, pour la saccharose, qui est donc principalement le sucre blanc que nous consommons quotidiennement, est constitué donc du glucose et du fructose. Fructose, c'est le sucre qui se trouve dans les fruits. Lactose est constitué donc de sucre simple, de glucose et galactose. Le galactose, donc c'est le sucre du lait. Et on a aussi maltose qui est constitué de deux molécules des glucides et c'est un sucre qu'on trouve, en fait c'est un produit intermédiaire on va dire de la digestion des amidons. Donc, et on arrive vers les glucides complexes qui contiennent donc plus de deux molécules, donc monodisaccharides, et on va dire à partir de deux molécules que ce sont des oligosaccharides, ou quand ils sont vraiment un grand nombre important donc, de molécules donc de glucose simple, ce sont des polysaccharides. Donc, amidon, c'est un exemple de sucre complexe. Ça, c'est une longue chaîne de molécules de glucose attachées les unes aux autres dans une longue chaîne qui, pour être plus compactes, elles sont empaquetées et entortillées les unes contre les autres pour dans un volume réduit pour avoir maximum donc de ces chaînes de glucose. Pendant notre digestion, tout ce que nous faisons, c'est nous découpons ces longues chaînes de glucose avec les enzymes digestives qui commencent déjà dans la bouche, qui est amylase, et un produit intermédiaire. Donc, on peut avoir de la maltose, tout simplement. Ça fait deux molécules de glucose. C'est amidon, pas complètement digéré. Dans les sucres complexes aussi, on peut rajouter deux glucides également. C'est de la cellulose qui n'a pas de goût sucré. Mais ce sont des fibres, des glucides aussi, mais ils sont indigestes par l'homme et sont digérés par des bactéries. Et aussi glycogène. Glycogène, c'est une molécule qui se trouve dans nos cellules. C'est une forme de stockage du sucre. D'accord? Donc, une fois le sucre absorbé dans les cellules, il est transformé en forme de stockage glycogène. OK. Donc, toutes ces molécules de disaccharides principalement ou des amidons sont trouvées naturellement dans la nature, dans les aliments. Alors, où on les trouve? Donc, l'amidon, on le trouve dans le blé, dans le riz, dans les produits végétaux, donc dans tous les légumes secs, hein, dans les graines des légumes secs. Ils servent aussi pour faire de la farine. On peut les manger telles quelles sous forme, par exemple, de haricots blancs, de riz complet ou vous avez des pois chiches, lentilles ou autres produits. Mais de plus en plus, on les utilise sous forme raffinée. Le fructose et le glucose, on les trouve donc dans les fruits et légumes. Ça, c'est le principal. Également, on peut le trouver dans du miel. Le lactose, comme on a dit déjà, donc c'est dans les produits laitiers. Le lactose dans les produits laitiers est pendant la fermentation est digéré par l'enzyme lactase c'est les bactéries donc, qui font la fermentation du lactose et on obtient acide lactique. Donc, le nom des bactéries, comme on dit, les bactéries lactiques, dans les yaourts, par exemple, vient parce que les bactéries viennent digérer ces sucres, le lactose. Donc, ce qui fait qu'une fois le lait est fermenté, pour les personnes qui ont une
indigestion au lactose, ils peuvent consommer par exemple le kéfir, puisque le lactose est digéré par des bactéries lactiques présentes donc, dans la fermentation. Et on revient à notre saccharose, aujourd'hui donc qui est notre fléau mondial, issu de la canne à sucre et du betterave. Ok. Dans la classification des sucres, jusqu'à présent, il y avait une classification à des sucres rapides ou des sucres lents. Les sucres rapides, donc c'était les sucres que l'organisme assimilait rapidement et qui augmentaient rapidement la glycémie dans le sang. Il y avait un pic glycémique très rapide. Et les sucres lents, c'était des sucres qui diffusaient dans le sang lentement et ne faisaient pas le pic glycémique, augmentaient la glycémie dans le sang, donc progressivement. Cette classification aujourd'hui, elle est obsolète. On fonctionne plutôt avec l'index glycémique des aliments. L'index glycémique des aliments, donc c'est la capacité d'un aliment à fournir la glycémie, le taux de glucose, par rapport à la quantité ingérée de glucose. Donc, l'index est à 100. L'index de glucose est à 100 et tous les aliments ont un index de glucose inférieur à 100. Mais certains sucres, certains produits alimentaires, ils ont un index de glucose qui est supérieur à 100. Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir sucrant qui est plus important. Donc, par exemple, le maltose, c'est 2 molécules de glucose. Donc, ça, c'est absorbé encore plus rapidement. Et pour compléter tout, donc, on a aussi une notion de la charge glycémique qui nous précise encore mieux la contenu de glucides dans une portion des aliments que nous consommons, donc par rapport à 100 grammes d'aliments consommés. Trop vite. Alors, l'index glycémique, donc élévation du glycémie dans le sang, dépend donc de la qualité des aliments. Tout d'abord, ça dépend par exemple de la maturité d'un fruit. Plus le fruit est mûr, donc plus il va contenir du glucose, plus son index glycémique va être élevé et plus le pic se fera fort. La forme physique également des légumes. Est-ce qu'on consomme la pomme de terre entière ou en purée? Parce qu'en purée, donc les molécules de l'amidon, ils sont déjà prédécoupées et donc l'organisme va mettre beaucoup moins de temps pour les digérer, pour les absorber et la glycémie va augmenter davantage. Et là, par exemple, pour des pâtes, la forme des pâtes, les pâtes complètes, les macaronis ou des spaghettis, vous voyez, l'index glycémique peut varier de beaucoup. Ensuite, la transformation. La patate, les pommes de terre cuites vapeur sont un sucre, donc selon l'ancienne dénomination, sont un sucre rapide puisqu'ils augmentent très rapidement la glycémie dans le sang. Mais si on les fait refroidir dans le frigo, on les consomme le lendemain en salade, ça devient un sucre lent puisque la configuration spatiale de l'amidon contenu dans la pomme de terre, elle s'était modifiée. Et ces liaisons entre les molécules de glucose sont beaucoup plus difficilement accessibles aux enzymes digestifs, donc des amylases dans la salive ou les amylases dans l'intestin, mettent beaucoup plus de temps pour les découper et donc on assimile le sucre moins rapidement dans le sang. Et également le temps de cuisson et la température. Donc, vous connaissez tous les pâtes al dente. Ça veut dire que, donc, encore une fois, l'amidon est moins cuit, il est moins prédigéré, il est moins facilement donc, assimilable par l'organisme. OK. Alors, comparons donc maintenant la charge glycémique avec l'index glycémique pour avoir un ordre d'idée. Charge glycémique basse, les considérer, c'est inférieure à 10. Entre 11 et 19, c'est la charge modérée. Charge glycémique élevée, elle est supérieure à 20. D'accord? Donc, par exemple, pour une portion de 120 grammes entre la pastèque et la portion du riz, donc vous voyez que par index glycémique de la pastèque est supérieur à
l'index glycémique du riz blanc. Donc, on s'est dit super bon plan. Index glycémique du riz blanc, il est que à 58, alors la pastèque 72. Bon, il vaut mieux manger du riz. Et non, non, parce que si on rapporte ça à la charge glycémique, donc à la quantité de glucides contenus dans la portion, donc vous voyez qu'une portion de la pastèque contient seulement 9 grammes de glucides, alors que le riz contient 33 grammes. Donc, la charge glycémique de la pastèque, elle est que à 6,5, donc c'est une charge glycémique faible. On peut faire le même exemple, par exemple, pour l'orange ou le jus d'orange. Un verre de jus d'orange a un index glycémique qui est à 11. Si on prend une orange entière, sa charge glycémique de jus d'orange, elle est à 11, et la charge glycémique de l'orange entière, elle est à 5. Donc, notre choix est vite fait. On va mettre de côté le verre de jus d'orange et on prendra un fruit entier. C'est bien meilleur pour la santé et contient moins de sucre. Alors, quels sont les besoins maintenant en sucre? Donc, physiologiquement, les besoins de l'organisme sont très faibles en sucre. Le sucre fourni avec alimentation, fruits et légumes, les légumineuses, fournit la quantité nécessaire. Mais la consommation actuelle en sucre en France est à peu près 25 à 35 kilos par personne dans le pays, par an, par habitant. C'est la moyenne. Donc, pour ceux qui en mangent peu, on peut imaginer facilement qu'il y en a beaucoup qui mangent bien plus que ça. Donc, le glucose, ce n'est pas le synonyme du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est la saccharose que nous avons vu tout à l'heure. Ça, c'est donc la molécule donc, de glucose et du fructose. Glucose, ça c'est le carburant que les cellules du corps utilisent pour fournir de l'énergie immédiatement. Le fructose, ça c'est une réserve plutôt énergétique qui est transformée par l'organisme en corps gras ou en glycogène en forme de stockage. Donc notre consommation en sucre, en moyenne, on devrait avoir maximum 25 grammes par jour, soit un équivalent de 6 cuillères à café. Alors, à quoi ça correspond? Donc, vous prenez, par exemple, une compote sans sucre à rajouter. Le premier, pas premier prix, mais la quantité la plus basse de glucides dans une compote sans sucre est de 10 grammes. D'accord? Donc, 2 compotes par jour, on est presque à la totalité des apports quotidiens en sucre, tout compris. Mais on parle et on en consomme encore dans d'autres aliments comme pain, pâtes, les légumes et d'autres fruits. Hop. Alors, les sucres, amis ou ennemis? Si on consomme davantage du sucre qu'il en faudrait, quels sont les risques? Mais évidemment, les caries dentaires, voire les caries dentaires chez les enfants de l'âge de 3 ans, ce n'est pas rare, hein, j'en vois régulièrement au cabinet. Évidemment, ça entraîne une dépendance au sucre. Ce sucre qu'on consomme davantage, il n'est pas éliminé de l'organisme, il est stocké. Et il est stocké sous forme de quoi? Sous forme de triglycérides, donc les graisses qui sont ensuite déposées dans les tissus adipeux. Ça est transformé également en cholestérol. C'est pas le bon, c'est le mauvais cholestérol LDL. En consommant trop de sucre, donc les aliments transformés et ultra raffinés sont forcément moins riches en vitamines et minéraux, ce qui entraîne les carences. Et cette surconsommation nous expose à les quantités de sucre importantes que l'organisme a du mal à gérer, ce qui provoque une élévation de la glycémie dans le sang. De façon chronique, ça conduit au diabète. Et l'être sous influence, sous emprise en fait du sucre à long terme, bien non, c'est bien documenté, ça augmente les risques de certains cancers, donc comme le cancer du côlon, cancer du sein chez la femme et même chez l'homme. Sont maintenant bien documentés. Alors,
il y a quand même un côté positif du sucre. Ben oui, bien sûr, c'est notre plaisir, c'est notre doudou, ça nous fait du bien, ça améliore l'humeur et combat la dépression. Et quand on se fait un shoot du sucré, ça fait augmenter la sérotonine. On se fait, en fait, c'est de l'automédication de notre mal-être. On se sent bien. Et en mangeant sucré, on se fait plaisir et ça augmente les circuits de la récompense dans le cerveau. Ça, en fait, ça c'est ce qui était détourné des fonctions primitives en fait de circuit de la récompense et et goût sucré. Le goût sucré est inné chez l'homme. Donc, on a déjà trouvé que chez les bébés dans le ventre de leur mère des 4e mois de la grossesse, si la maman consomme du sucre, ça calme les mouvements de bébé. Et avec maintenant les échographies des 3D, on a pu observer que le bébé, on peut dire qu'il sourit. Donc déjà, les récepteurs au goût sucré sont développés chez ces enfants. Mais si on continue à les exposer au sucre, on ne leur rend pas vraiment le service parce que ça entraîne quand même une dépendance. Et là où le bas blesse, que le sucre, vraiment, c'est très addictif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude sur les rats qui préféraient aller vers le sucre, donc là c'était les Oreos, plutôt que vers la cocaïne parce que ça leur procurait davantage de plaisir. Et donc, si on manque du sucre, ça nous met de mauvaise humeur. On est en véritable manque de sucre parce que notre cerveau en réclame, il est habitué et c'est vraiment une drogue dure. Alors, qu'est-ce qui devient le sucre dans notre organisme une fois nous l'avons ingéré? Alors, le sucre après la consommation, il va dans l'intestin. Si c'est du sucre simple, donc du glucose ou la saccharose, c'est très facilement digéré par les enzymes digestifs et absorbé donc de l'intestin dans le sang où il élève le taux du sucre, donc ce qu'on appelle la glycémie, qui enclenche une réponse par le pancréas qui sécrète de l'insuline parce que l'organisme a l'horreur des changements. Il a besoin de la stabilité, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, pour que le sucre dans le sang soit toujours normal, donc, il met en place les mécanismes de régulation. Donc, l'insuline, c'est un des mécanismes de régulation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer donc l'insuline, elle fait rentrer le sucre dans le foie pour l'enlever du sang, le fait rentrer dans le muscle qui en a besoin pour son activité physique et également dans les tissus gras où il est stocké sous forme donc, du gras de la réserve énergétique. Le foie sous influence d'insuline, donc il arrête de relarguer le glucose dans le sang parce qu'il y en a suffisamment, puisque l'insuline lui envoie ses signaux. Et le muscle, les tissus adipeux augmentent donc l'entrée du glucose dans les cellules. Et une fois le foie fait rentrer le glucose dans ces cellules, ce qu'il fait, il le transforme en glycogène, donc la forme du stockage. Le muscle l'utilise ou autrement, comme font les sportifs avant les performances sportives, donc ils mangent beaucoup de produits contenant des glucides pour faire un maximum de glycogène pour avoir une réserve disponible très rapidement. Mais le reste est stocké donc transformé en forme d'acide gras libre, donc qui forment nos triglycérides. Si on se met à jeûner, 80% des réserves du glycogène sont consommées, sont épuisées au bout de 48 heures. Parce qu'en ce moment-là, il y a la marche inverse qui s'est faite. Et ça veut dire que ce glycogène, il est décomposé et revient vers le glucose qui alimente donc l'organisme pour le fonctionnement.
Donc, c'est pour ça quand on veut faire un régime, on se met au vert, on ne mange pas beaucoup, on jeûne et on a l'impression qu'on dégonfle très rapidement. Oui, on dégonfle, c'est sûr, mais ça, c'est pour l'instant, premier pas, le plus facile. Ça, c'est nos réserves en glycogène qui fondent. Donc, le difficile commence après. Donc là, il faut persévérer, il faut continuer pour que justement faire toute cette marche arrière. Mais après, il faut donc surtout déstocker tous ces tissus adipeux pour que tous ces acides gras libres puissent être acheminés vers le foie, qui puisse à nouveau les rétransformer en glucose pour qu'elles puissent donc revenir dans la circulation sanguine et servir du carburant donc pour les muscles et le cerveau. Et donc, mais si on aime le sucre et on continue à manger dans des grosses quantités, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? Quelle est l'évolution chronique de consommation, on va dire, exagérée des sucres? Le problème, c'est que jusqu'à la fin, pratiquement, on ne ressent pas les effets du sucre sur l'organisme. Si on est vraiment dépendant du sucre, oui, on va sentir l'effet du sévrage, hein, le manque. Donc, on va aller très rapidement vers le sucre pour combler ce manque. Donc, initialement, avant que le diabète apparaisse, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà bien avant, bien en amont. Donc, initialement, qu'est-ce qu'on peut observer donc, dans notre organisme? C'est ce qu'on appelle l'intolérance au glucose, les résistances à l'insuline. Attendez, est-ce que je me dessèche? Si on est vraiment bombardé avec beaucoup de glucose et beaucoup d'insuline pour faire rentrer ce glucose dans les cellules, donc ça crée des résistances, parce qu'il faut de plus en plus de molécules de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans le sang, pour le garder dans le sang normal. Et au bout de plusieurs années de l'évolution, on n'arrive plus à faire rentrer tout le sucre dans les cellules pour qu'il reste normal dans le sang, et on aboutit à une hyperglycémie qui devient le diabète. Et tous les tissus dans lesquels baigne notre organisme, il y a un processus qu'on appelle la glycation. On peut dire c'est la caramélisation en fait, hein, parce que tous les tissus s'égorgent du sucre. Donc l'exemple, c'est l'hémoglobine glyquée, qui est le marqueur donc, de glycation de l'organisme qu'on fait pour le suivi des personnes diabétiques. Donc le pourcentage de la glycation des globules rouges, de l'hémoglobine dans les globules rouges est élevé, et en fonction donc, de ces pourcentages de glycation, on juge si le diabète est avancé, il est équilibré ou décompensé. Et à la fin, on arrive donc au diabète. Là, c'est la partie visible d'iceberg, avec toutes les complications cardiométaboliques. Et on aboutit à l'épuisement donc, du pancréas, qui n'arrive plus à fournir suffisamment d'insuline, et pour les patients, donc les rapporter l'insuline sous forme d'injection pluriquotidienne, c'est la nécessité de leur survie. Alors, pour la sécurité sociale, en médecine, on définit le diabète à partir d'une glycémie à 100 dans le sang à 1,25 g par litre à 2 reprises. Donc, glycémie à jeun, ça veut dire au moins 8 heures de jeûne. Donc, le matin, le soir, on mange léger, et le matin, donc, on fait une glycémie à jeun, vérifiée à 2 reprises. Donc là, vous êtes officiellement, pour la médecine, catalogué diabétique. On rajoute souvent ici également donc, hémoglobine glyquée, qui doit être supérieure à 6,5% pour être déclaré diabétique. Mais 10 ans avant le diabète, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, donc ça, c'est une identité en médecine qui a été trouvée à la faculté de médecine de Marseille par un professeur, j'ai oublié son nom. Et on doit donc avoir 3 des 5 facteurs. Donc, augmentation du tour de taille chez l'homme et chez la femme, 88 cm chez la femme, 102 chez l'homme,
élévation de la tension artérielle supérieure à 130 sur 85. La glycémie à jeun doit être supérieure à 1 gramme. Les triglycérides, donc forme de stockage, doit être élevé donc au-delà de 1,5 g. Et le cholestérol HDL, donc le bon cholestérol, il doit être bas, donc 0,4 chez la femme et 0,5 chez l'homme. Et aussi pour le... zut, je me suis perdue. L'exposition donc, du corps au sucre chronique, ce qu'on appelle donc l'hyperinsulinisme, parce que donc il y a cette sécrétion constante de grandes quantités de l'insuline pour venir à bout de ces sucres qui arrivent sans arrêt dans notre organisme, donne des maladies de surcharge comme la stéatose, donc le foie gras, et l'obésité où on stocke pour plus tard tout ce qu'on a mangé. Et cet hyperinsulinisme est aussi un facteur accélérateur de l'apparition des cancers. Oui, oui, parce que l'insuline, c'est un facteur de croissance. Il y a un marqueur qu'on appelle IGF, donc c'est un facteur de croissance qui est élevé dans certains cancers. Et donc, si on fait une prise de sang chez le patient, on le trouve. Donc, alerte rouge, il faut vraiment faire quelque chose parce que ce sont des patients à risque de développer un cancer. Donc, sucre pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Pas de sucre, pas d'insuline, pas de problème. Donc, deuxième mécanisme, c'est la glycation donc des tissus qui conduit à des maladies dégénératives et des maladies cardiovasculaires. Les maladies dégénératives, donc on va voir insuffisance rénale par altération donc, du tissu du rein par le sucre, l'excès du sucre qui pendant des années est éliminé dans les reins. Donc il y a trop d'imprégnation donc par des produits glyqués, donc des tissus, donc des protéines dans les reins. Et aussi donc les maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer. C'est un exemple typique parce que donc il y a des plaques d'amyloïdes. Donc l'amyloïde, ce sont des glycoprotéines qui sont abîmées par cette glycation excessive. Il y a des produits donc de glycation qui se forment, qui génèrent une réaction inflammatoire, et cette inflammation pendant des années conduit donc à la neurodégénérescence du cerveau. Maladie cardiovasculaire, donc ça c'est bien connu, donc par rapport à l'hypertension, artériosclérose. Et donc ça attaque des grands et des petits vaisseaux, des micro-vaisseaux, comme la rétine par exemple. Évidemment, exposition excessive au sucre perturbe aussi le microbiote intestinal. Donc, les personnes avec une alimentation déséquilibrée trop riche en sucre, on connaît tous qu'ils ont une dysbiose de façon à avoir donc la diversité moindre de leur microbiote intestinal, conduisant donc à une inflammation intestinale qui aggrave encore le problème inflammatoire général dans le corps et altère l'assimilation des nutriments. Voilà. Donc, insulinorésistance, on appelle aussi prédiabète. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, entre l'état normal et le diabète, ils peuvent se trouver dans cet état pendant 10 à 20 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une glycémie qui est inférieure à 1, et ils n'ont pas encore la glycémie à 1,26, mais il y a déjà quelque chose qui se passe dans leur organisme que si on se limite à la seule glycémie, on ne va pas le trouver. Donc, il y a un calcul arithmétique qui se fait, corrélé donc à la quantité de l'insuline dans leur corps, parce que, qui nous donne l'index HOMA et QICI, qui mesure donc insulinorésistance pour le HOMA et sensibilité à l'insuline pour le QICI. Et donc, ces deux facteurs-là peuvent nous déjà prédire avec précision comment se fait le métabolisme du sucre dans l'organisme. Ce qui est fabuleux, parce que chez les personnes chez qui on trouve le taux d'index HOMA qui est augmenté et QICI, il est diminué parce que la sensibilité à l'insuline est diminuée, avec alimentation équilibrée, ces deux-là sont parfaitement
réductible et on peut revenir en arrière rien qu'en corrigeant l'alimentation. D'ailleurs, c'est vraiment très gratifiant de voir les patients qui changent leur alimentation et ils ont les paramètres en 3 mois qui se normalisent. Alors, le foie qui prend cher hein, avec l'exposition et la consommation excessive des sucres, donc du foie sain, il devient donc le foie gras. Donc, on peut avoir donc, une stéatose hépatique simple. Ensuite, on passe ce qu'on appelle le NAFL. Donc, ça, c'est non-alcoolique fatty liver. Ou on peut avoir une hépatite non alcoolique. Donc là, c'est déjà le mot qui est plus grave parce que quand on dit hépatite, ça veut dire c'est une inflammation du foie. Donc là, on a des transaminases et les gamma-GT, donc les enzymes hépatiques sur une prise de sang, qui sont augmentées. Donc là, ça clignote vraiment en rouge. Et si ça dure pendant des années, le foie devient cirrhotique. Donc là, c'est un processus qui est irréversible. Les étapes précédentes, donc avec une alimentation équilibrée, on peut revenir en arrière et on peut améliorer la fonction hépatique. Le foie peut se régénérer. D'accord? Pour qu'on puisse avoir, vous avez vu peut-être chez les patients sur les comptes rendus d'échographie, stéatose simple, le foie qui est surbrillant et on dit foie stéatosique, plus ou moins augmenté de volume. Et donc, pour qu'on puisse voir ça à l'échographie, il faut qu'il y ait 20% de tissu qui soit atteint. Et pareil, donc là, avec une alimentation équilibrée pauvre en glucides, c'est réversible, ce qui est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre traitement. La deuxième complication, le deuxième problème lié à la consommation des sucres, c'est la glycation. Donc, toutes les protéines dans le corps, elles sont dans leur forme qu'on dit quaternaire, les formes définitives, la forme spatiale dans laquelle elles fonctionnent dans l'organisme, elles sont toujours accouplées avec les sucres à la fin. Donc, on les appelle les glycoprotéines. Et ces glycoprotéines, à la fin, elles subissent des réactions comme réactions donc de Maillard qui altèrent les qualités donc, des protéines qui deviennent non fonctionnelles. Et quand elles sont non fonctionnelles, donc elles sont détectées par l'organisme comme étrangères, comme antigènes, et on déclenche une réaction inflammatoire à leur égard, et ce qui conduit donc à l'inflammation et les maladies dégénératives. Et donc, si les protéines sont trop glyquées, donc on appelle ça les produits terminaux de la glycation. D'accord? Et ça induit, c'est toxique et ça induit ce qu'on appelle le stress oxydant, stress glyqué, stress glioxal. Parce que ce sont des radicaux libres qui sont très toxiques pour l'organisme. Et c'est ça, par exemple, nous avons dans le cas de problèmes au niveau de l'œil, de la rétine, au niveau de la cataracte chez les diabétiques, ce sont des lésions qui sont liées justement à ce stress glioxal. D'accord? La neurogénérescence des neurones, donc c'est la glycation des protéines avec ces produits terminaux de glycation au niveau des neurones, les plaques amyloïdes. Au niveau des artères également, ça conduit donc à artériosclérose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les moyens, les leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer notre sort? Bon, donc déjà, alimentation, ça va de soi. Donc, pour perdre du poids, le régime pauvre en glucides, qu'on appelle low carb, c'est le seul qui a fait preuve de son efficacité au long terme pour la perte du poids.
qui est liée donc à une surconsommation de glucides, évidemment. Donc, alimentation à la base de l'alimentation méditerranéenne, qui est riche en fruits et légumes, plein de céréales complètes, il n'y a pas de produits raffinés, ou vraiment très peu. Les produits, donc des protéines de bonne qualité, beaucoup de poissons, plein d'épices et la quantité de sucre, vraiment essayer de respecter le minimum des quantités sont au sommet de la pyramide. C'est toujours équilibre entre l'entrée et sortie de matériel énergétique. Donc, il faut augmenter la dépense énergétique qui est incontournable. Donc, minimum syndical, c'est 30 minutes par jour. Pourquoi pas 25 ou 40? Parce que à partir de 30 minutes par jour, le processus de libération des acides gras et donc d'élimination du gras et la fonte du gras, ça prend du temps et c'est à partir de minimum 30 minutes où ce processus est enclenché. Au-delà, donc on consomme juste notre glycogène contenu déjà dans les cellules. Il faut manger aussi mieux gras. Pas de graisses trans, c'est les graisses trans qui sont donc dans les produits transformés, chauffés à haute température, ou des graisses saturées, ou les graisses trans comme huile de palme par exemple. Et il faut augmenter la quantité donc, des oméga 3 pour avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6, parce que ça fait maigrir. Ça améliore le signaling cellulaire, communication entre les cellules, ça fluidifie la membrane et ça fait maigrir. D'accord? La perte du poids à 5 à 10% déjà est bénéfique pour la santé. On améliore le fonctionnement de l'organisme. Dans l'alimentation donc équilibrée, dans les produits alimentaires, nous allons trouver aussi donc du chrome qui est indispensable au métabolisme de l'insuline parce qu'il fait rentrer le sucre dans la cellule. Sans le chrome, l'insuline ne peut pas faire son action. Le chrome n'arrive pas, sans le chrome, donc le sucre n'arrive pas à rentrer dans les cellules, il reste à l'extérieur. Les cellules en manquent et on se retrouve en hypoglycémie relative. Les acides gras, donc les oméga 3 contenus donc, dans les poissons, les fruits de mer, je vous ai déjà dit tout à l'heure. Évidemment, le zinc, le magnésium et d'autres minéraux aussi sont indispensables pour l'équilibre donc métabolique de l'organisme. Deuxième pavé, très important, c'est lutter contre la glycation. Donc ça, c'est très important de limiter l'apport en glucides, comme les sucres rapides, tous les sodas, produits raffinés, le pain blanc, le riz blanc, le maïs, les pâtes trop cuites. Voilà, donc ça fournit donc les sucres pas bons et augmente la glycation dans l'organisme. Donc plutôt que des sodas, évidemment, préférez des fruits qui contiennent en plus des vitamines, des polyphénols et des fibres indispensables pour l'organisme. Donc, évitez aussi consommer les produits déjà glyqués, donc avec les molécules de Maillard, avant qu'on les consomme. C'est sûr qu'une tranche de pain grillé qui sent bon, ou le poulet grillé, ou la croûte de pain bien frais qui nous chatouille les narines et nous donne envie de la manger, mais c'est juste le plaisir des yeux et le plaisir donc, olfactif. Au niveau alimentaire, ça n'a aucun bénéfice. Donc, c'est bourré donc, de ces produits glyqués du glyoxal. Et donc, ça déclenche plein de radicaux libres derrière et c'est pas bon pour la santé du tout. Et en plus, au niveau intestinal, ça augmente le risque de cancer. Hein. Dans la lutte contre la glycation, il est important aussi un apport en protéines animales de qualité parce que les protéines animales contiennent de la carnosine, donc une substance contenue dans la viande, donc, dans les produits carnés, qui augmente la dépense énergétique et le métabolisme donc, du glucose au niveau du cycle de Krebs. Ensuite, il faut limiter donc, le stress oxydant et l'inflammation en consommant de grandes quantités
du fruit et légumes qui sont riches en polyphénol. Les épices et aromates ont leur place de choix. Il y avait une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années avec les épices Ducrot et auprès de l'université de Grenoble qui aux personnes qui étaient en surpoids et obèses avec un très petit budget. Ils ont fait une étude sur 3 mois en leur conseillant de manger uniquement des épices en plus de leur alimentation habituelle. Et donc, consommer par exemple de la cannelle, une cuillère à café 2 fois par jour. Et au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que les personnes qui, dans leur alimentation, ont introduit seulement les épices et aromates, ont perdu entre 3 et 8 kilos. Donc ça, c'est des petits moyens simples et efficaces qu'on peut déjà mettre tous en place pour lutter contre donc, les méfaits du sucre excessif. Il faut aussi prendre en charge notre microbiote et s'occuper du foie. Donc la détoxification hépatique qu'on peut faire avec certains aliments comme les choux, les artichauts, les radis noirs pour essayer donc d'avoir cet effet de régénération hépatoprotecteur. Mais la flore intestinale qui quand même subit de plein fouet et donc l'exposition, les effets du sucre, a besoin d'être soutenue. Et si on consomme les fruits et légumes, ça fournit des fibres qui nourrissent des bonnes bactéries pour qu'ils puissent rester dans notre intestin et pousser dans les retranchements les bactéries dysbiotiques qui prolifèrent et créent de l'inflammation qui aggrave encore le problème de l'obésité. Et les légumes lactofermentés ont leur place de choix ici parce que ça fournit donc les probiotiques, donc les bactéries lactiques qui sont un probiotique. Les prébiotiques, ce sont des fibres qui sont contenues dans fruits et légumes. Donc, par exemple, la pomme de terre refroidie, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un prébiotique. Donc, ça nourrit des bactéries intestinales. Les salsifis également, c'est un prébiotique. Les fibres d'inuline du chicorée, ce sont des prébiotiques. Donc, elles ont toute leur place dans notre alimentation, il ne faut pas les oublier. Et ça permet aussi de varier notre alimentation. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, les complications, ça, nous les avons vues. Ça, je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois. Ah, je vais dans l'autre sens, non? Attendez. Hop, c'est en arrière. Ah, y a. Hop. Et nous avons également donc, des compléments alimentaires qui sont nos amis dans la lutte contre les méfaits des sucres que nous avons tous consommés en trop grande quantité. Et donc, ils ont plusieurs actions, tous les compléments, parce que d'une part, ils modulent la glycémie, ils augmentent la dépense énergétique, ils peuvent avoir une action détoxifiante, donc ils soutiennent la fonction hépatique, même l'intestin pour élimination des toxines, action donc anti-inflammatoire et la lutte contre les radicaux libres, donc c'est une action antioxydante, et je vous ai dit tout à l'heure, donc action prébiotique pour le soutien donc de notre microbiote en bonne santé. Nous allons revoir certains de ces compléments alimentaires, de ces plantes amies dans la gestion du sucre. Donc, le premier, c'est le fenugrec, plein de propriétés intéressantes ici, et agit bien aussi de façon synergique avec d'autres substances qui potentialisent donc leur effet sur la gestion donc, de la glycémie. C'est une plante très ancienne, déjà connue dans l'Égypte ancien. Elle a un effet intéressant puisqu'elle ralentit la digestion, diminue la vidange gastrique par les contenus des fibres, ralentit le transit, donc ça veut dire les glucides qu'on a consommés sont moins vite absorbés de l'intestin vers le sang.
Donc, le pic glycémique est moindre, donc il y a moins de réaction de l'insuline, donc moins de stockage, et on peut obtenir une perte de poids tout à fait intéressante. Une action aussi protectrice au niveau hépatique, donc par exemple, personnes qui consomment trop d'alcool, ou en cas de stéatose hépatique, ça permet de mieux déstocker et protège le foie contre les effets néfastes donc du stéatose et l'action de glycémie sur le foie. Action anabolisante est aussi intéressante parce qu'elle contient un acide aminé, donc c'est isoleucine, acide aminé ramifié, qui donc permet d'augmenter la masse musculaire, surtout après les efforts. Donc, contient évidemment plein d'antioxydants qui luttent contre les radicaux libres. Donc, c'est des saponines et des polyphénols différents qui peuvent avoir également action au niveau intestinal pour protection des muqueuses et augmenter la sécrétion du mucus qui constitue une des barrières naturelles. On a aussi la mûre blanche. On utilise donc les feuilles de mûre blanche qui sont très riches en vitamines, minéraux, également en antioxydants comme polyphénol ou anthocyanes, qui agissent donc au niveau de la glycémie, diminuent donc l'insuline et améliorent la tolérance au glucose. Donc là, par exemple, l'insulinorésistance se voit diminuer. La cannelle, une épice très ancienne qu'on utilise dans notre cuisine depuis des temps très anciens. Elle est très riche en fibres et contient donc plein d'antioxydants. Il y a une aussi action antibactérienne, anti-inflammatoire, et utilisée aussi pour la cicatrisation des plaies et antimicrobienne, donc désinfecte bien l'intestin, des surinfections, des plaies, et donc chez les personnes diabétiques, on sait que le problème de cicatrisation et les infections récurrentes sont très difficiles à traiter, donc c'est intéressant de consommer la cannelle chez les personnes, mais il faut faire attention quand même au surdosage, 2 cuillères à café, 2 petites cuillères à café par jour maximum, n'est pas dépassé les doses parce que ça peut avoir donc l'effet délétère sur l'organisme, notamment au niveau hépatique. Le maquis du Chili, on appelle aussi raisin sauvage ou raisin chilien, qui c'est une en fait myrtille, les mêmes propriétés, très antioxydante, alcalinisante, pleine d'anthocyanes, polyphénols, très riche en vitamine C, donc par ces composants, donc neutralise beaucoup les radicaux libres, donc en cas de glycation excessive, qui est d'une grande aide, et permet aussi donc d'éliminer les toxines du corps. Et elle a une action qui mime l'action de l'insuline sur le foie et les muscles. Ça veut dire qu'elle fait rentrer davantage du sucre dans les cellules et donc diminue l'insulinémie dans le sang. Et par ce fait, ça permet de la perte du poids et on obtient aussi une baisse du cholestérol. Galega, c'est une plante appelée faux indigo qui pousse un peu partout, aussi plante d'ornement qui faut faire attention parce qu'à des doses excessives peut être toxique, surtout si les animaux, par exemple domestiques, des chevaux, consomment en grande quantité quand ça pousse dans les prés, ils peuvent se voir intoxiqués. Principe actif ici, c'est la galéguine, donc antioxydant. Il est aussi très riche en chrome, donc améliore bien le métabolisme du sucre, fait rentrer le sucre dans les cellules, donc baisse la glycémie. Et un effet qui est comparable à celui de la metformine, c'est l'antidiabétique connu donc, de personnes diabétiques, médicament classique. Dans la médecine et a aussi une action sur la sécrétion du lait, peut avoir aussi une action diurétique,
antipoison, neuroprotecteur, ce qui est intéressant quand on a une glycation cérébrale neurodégénérescence, et aussi une action sur la cicatrisante sur la peau et une action très synergique avec du fenugrec qui aime bien se marier avec d'autres plantes pour potentialiser donc l'action. Et toutes ces plantes, on va les trouver dans le ProSugar, qui aussi est riche en fait en fibres d'inuline et les fibres de haricots, parce que ça constitue donc les probiotiques, prébiotiques qui nourrissent des bonnes bactéries intestinales et maintient également notre microbiote en forme et biose, et joue sur la diversité de notre intestin. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est très intéressant en fait, l'association de ces produits parce que en fait, ils sont tous synergiques à une action complète, polyvalente sur donc, la prise en charge donc, des problèmes de glycémie, de métabolisme glucidique de façon plus générale et des complications métaboliques qui en viennent. Mais il est très intéressant de l'associer avec Duolife jour et Duolife nuit, qui ont aussi donc une action équilibrante sur le mécanisme, sur le métabolisme, une action beaucoup plus antioxydante et détoxifiante hépatique. Le top, en fait, ce serait le pack sugar pour avoir une prise en charge optimale, parce que Liquid Gold, qui est très riche aussi en oméga 3, en huile de bonne qualité, chlorophylle qui peut être aussi intéressant au niveau donc, détoxification, des méfaits de consommation excessive. Et nous avons aussi donc ProSelect qui rajoute encore davantage d'antioxydants si on a vraiment une glycation qui est avancée chez les diabétiques avancés, et on a prodéacide, très intéressant aussi parce que donc la consommation des sucres, les sucres eux-mêmes sont très acidifiants. Donc, il y a un déséquilibre acido-basique qui se crée et cette acidité liée au sucre peut avoir en effet aggrave en fait les problèmes métaboliques. Il peut conduire davantage vers la cancérisation, vers l'inflammation et donc les cancers qui se régalent dans des milieux acides. Il fabrique encore énormément d'acide lactique par les fermentations, par les sucres qu'ils consomment en grosse quantité. Donc, ils ont un super terrain bien propice. Et donc, en alcalinisant le terrain, on les empêche en fait de proliférer. Voilà, je pense que c'est tout. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup.